Je retrouve les journalistes Catherine Lévesque, courriériste parlementaire au National Post, Joël Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire de la presse, et Christopher Nardi, courriériste parlementaire également au National Post. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir, Catherine. Bien heureuse de vous retrouver. Toujours. Hein? C'est un grand retour aujourd'hui. D'abord, évidemment, parlons du sujet du jour. Est-ce que le premier ministre Mark Carney a fait un bon coup avec la visite royale, avec la venue du roi Charles et de la reine Camilla? Commençons par Christopher. Bien, je dirais que tout ce qui retient l'attention de CPAC pendant des heures et des heures de suite, c'est un grand coup. C'est un grand coup. C'est déjà une réussite. Voilà, c'est des heures de publicité gratuite pour Mark Carney, qui, on le sait, a été essentiellement à côté du roi pendant tout ce processus, et on le reverra encore demain. Mais on parle beaucoup du Canada, on parle de l'importance du Canada de pouvoir attirer en personne le roi pour l'ouverture du Parlement. Si ce n'est que du côté un peu marketing, publicité, c'est un grand coup pour Mark Carney. Et évidemment, on va s'en rappeler, ça va aller dans l'histoire. On parle à chaque fois de lorsqu'un monarque vient pour faire un discours du trône, ça marque l'imaginaire, ça marque l'histoire. Alors, pour un départ en chambre pour Mark Carney, c'est quand même, on dirait, un grand succès. Bon, alors, départ canon. Catherine, êtes-vous de cet avis-là? Que vont dire? Qu'est-ce qu'on va dire sur la scène internationale de cette visite-là? Bien, certainement, ça retient l'attention de la scène internationale. Tout le monde en parle. Mais surtout, je pense que c'est un message qui est envoyé à Donald Trump qui est très, très clair, que le Canada ne sera jamais le 51e État. Et la visite du roi en est la preuve. Et d'ailleurs, il y avait ces petits détails que je suis certaine que vous avez relevés pendant votre couverture. Ici à CPAC, donc ces petits symboles, cette broche, par exemple, que portait la reine Camilla, du drapeau canadien, d'une feuille d'érable. Alors, on peut s'attendre à ce discours du trône demain, où je suis certaine que le roi aura peut-être un petit message subtil. On ne veut pas causer d'incidents diplomatiques, mais quand même un petit message là, sur la souveraineté. Non, ouais. C'est vrai, mais juste le fait qu'il soit ici au Canada, ça envoie ce message-là extrêmement important. Et on en parle ici au Canada, aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Alors, Joël Denis, est-ce que c'est un message clair? Oui, mais je pense que c'est un succès. Et d'ailleurs, il faut se rappeler, Mark Carney est en poste depuis quelques mois seulement. Il a réussi à attirer le roi pour prononcer le discours du trône. Et je trouve que ça va être un succès magistral pour M. Carney. Et je vous rappelle ceci, le discours du trône, il est rédigé par Mark Carney et son équipe, par le gouvernement Carney. Donc, ce sont des mots que Mark Carney va mettre dans la bouche du roi, qui seront prononcés et entendus par l'ensemble de la presse parlementaire, mais aussi la presse étrangère. Parce qu'il y a, je pense, 15 places en tout réservées aux journalistes, dans les tribunes réservées aux journalistes au Sénat, 5 pour les francophones, 5 pour les anglophones et 5 pour les Britanniques. Ah. Donc, ce que dira le roi Charles aura un écho non seulement au pays, Washington, mais à travers la planète. Moi, je pense que ça risque d'être un grand succès, à mon avis. Je ne suis pas monarchiste. Je ne suis pas attaché à la monarchie comme bien les francophones, sauf que ceci, je pense que ça a un élément de stratégie pour réaffirmer dans toute sa grandeur, la souveraineté canadienne. Et il faut s'attendre à quoi du discours du trône, justement? Qu'est-ce qu'il devrait contenir? Qu'est-ce que ça devrait dire? Bien, énoncer les grandes ambitions du gouvernement de Mark Carney. Évidemment, il y a eu la lettre de mandat qui a été dévoilée, qui contenait cette grande priorité. Je pense qu'on va voir ça aussi là-dedans. Les objectifs à long terme du Canada de renforcer les alliances stratégiques avec des alliés fiable. Et là, on pense à la Grande-Bretagne, évidemment, à la France, à l'Europe dans son ensemble, même des pays de l'Asie comme le Japon, la Corée du Sud. On veut renforcer ces relations et se détacher un peu des Américains. Donc, ça risque d'être très subtil, le tout. Il faudra savoir décoder les messages qui sont envoyés par le biais de ce discours du trône, mais ceux qui sauront les décoder sauront lire entre les lignes. Et je pense que les diplomates vont aussi regarder ce discours du trône avec beaucoup plus d'attention que dans le passé, en raison de la présence du roi. Oui, vous parliez aussi, Catherine, tantôt de peut-être de déclarations, de petits messages subtils comme ça, qui seraient... On retrouverait dans le discours du trône. Oui, parce que le représentant de la monarchie, que ce soit le gouverneur général ou dans ce cas-ci, ce sera le roi demain, peut avoir une petite introduction. On l'a vu par le passé avec Julie Payette en 2019, par exemple, où elle parlait de l'espace et elle avait, en tant qu'ancienne astronaute. Donc,
il pourrait effectivement avoir un petit message et je pense que ça aussi, ça va retenir l'attention. Peut-être plus que le discours du trône parce que, me dit-on, il n'y aura pas de grande surprise. Ce sera vraiment, là, Mark Carney a toujours répété à peu près les mêmes priorités là, depuis qu'il s'est présenté pour le leadership du parti. Donc, vraiment, je ne m'attends pas à de grandes surprises de ce côté. Ça n'arrive pas souvent que le roi ou le souverain ou la reine, dans le passé, viennent lire le discours du trône. C'est arrivé en 1957, 1967 et maintenant 2025. Donc, comme Christopher l'a dit, ça va entrer dans les pages de l'histoire. J'ai aussi, moi, noté jusqu'à quel point le souverain, le roi Charles III, va parler en français. On me dit que sa maîtrise de la langue française est quand même exceptionnelle, beaucoup plus que Mary Simon. Ça risque d'inviter des comparaisons peu flatteuses envers Mme Simon encore. Mais n'empêche. Sa mère, Élisabeth II, parlait un français impeccable. Impeccable, impeccable. Elle est venue à quelques occasions au Canada, oui. Et quand Jean Chrétien était premier ministre du Canada, il lui parlait toujours en français. Ça faisait un devoir de lui parler en français. Donc, ça reste quand même, ça frappe l'imaginaire, le roi britannique qui vient au pays et qui parle la langue française. On me dit qu'il même il y a un accent québécois. Donc, j'ai hâte de voir ça. Un petit juron, un petit sac. On sait aujourd'hui qu'il a rencontré Ricardo, le célèbre chef Ricardo. Alors, il connaît la meilleure recette pour peu importe. Oui, c'est ça, exactement. Arrosé de sirop d'érable. Alors, Christopher, parlons de l'autre nouvelle du jour également. Est-ce que le nouveau président de la Chambre, c'est un bon choix? Bien, c'est un choix surprenant, en fait, pour plusieurs personnes. Alors, Francis Scarpaleggia, un député de quand même de longue date, 2 décennies, mais toujours d'arrière-ban. Il l'a reconnu. Oui, il l'a reconnu lui-même dans son discours. Il voulait être un peu le président des représentants d'arrière-ban. C'est la majorité des députés dans la Chambre. Les libéraux n'avaient pas vraiment fouetté les troupes. Alors, lorsque les deux choix conservateurs, ou les deux candidats conservateurs ont quitté la course tôt ce matin, la décision était essentiellement chez les libéraux, bien, décidez que vous voulez. On n'a pas vraiment de préférence tant que telle. Je pense que M. Scarpaleggia a fait un des meilleurs discours, en fait, devant les élus. Certains de ses collègues ont décidé d'être un peu plus agressifs en disant on veut ramener avec plus de discipline, mais un peu de force. Il y a un de ses collègues, Sean Casey, qui a dit « J'aurais voulu voir plus d'expulsions lors de la dernière séance. » Donc, on sait tout de suite qu'il a perdu le vote conservateur. C'était presque automatique. Alors, M. Scarpaleggia a fait un discours un peu plus rassembleur en disant on peut s'attaquer, on peut se critiquer, on peut débattre, mais restons dans le respect, dans les normes, dans l'acceptable. Et ultimement, je pense que c'est ce qui lui a gagné le siège et il réussit essentiellement à amadouer probablement une partie du Bloc et une partie des conservateurs. Mm-hmm. Mais ça sera un beau défi. Rappelons-nous des derniers débats. Rappelons-nous l'automne dernier, comment ça a dérapé par moments. Est-ce qu'il va réussir à maintenir l'ordre? On peut s'attendre quand même à moins de tension, je pense, parce qu'après tout, bon, il y a quelques mois, on était dans la dernière session, c'était une période préélectorale. Évidemment, Pierre Poilievre était aussi dans la Chambre, pas cette fois-ci. Alors, je pense que vraiment, je pense qu'il aura quelques semaines là, bon, pour commencer les choses en douceur. Déjà, les conservateurs ont laissé entendre qu'ils seront moins partisans, qu'ils vont moins faire obstruction dans la Chambre des communes. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est bien. Mais je pense qu'aussi, il y a un consensus. Tout le monde est fatigué de cette partisanerie, de ces échanges houleux qu'on avait vus à la Chambre des communes. Donc, je pense qu'il y a vraiment une volonté, encore une fois, à voir. Ça pourrait changer, mais je pense qu'il y a une volonté pour l'instant que les choses se passent mieux, puis qu'on n'ait pas honte quand il y a des élèves, là, des étudiants dans les gradins qui regardent nos représentants. Bon, justement, Joël Denis, le chef conservateur a changé de ton un peu quand même. Il parle de collaboration maintenant. Est-ce que ça va tenir la route, ça? Pour les débuts de ce Parlement, je pense que oui. Pourquoi? Parce que, bon, M. Poilievre n'est pas au Parlement en ce moment, donc le ton agressif qu'il aurait pu amener ne sera pas là. Par la voix de Andrew Scheer, je pense qu'on va vouloir un peu se calmer le pompon. Il reste que j'étais au caucus du Parti conservateur hier. J'ai comme l'impression que M. Poilievre n'a pas encore tout à fait digéré la défaite électorale. On sent qu'il y a moins de hargne, moins de... en fait, il a changé de ton carrément lors de cette réunion du caucus. Habituellement, il commençait en français et ensuite répétait les mêmes choses en anglais. Là, il a à peine parlé français. C'était peut-être 10 à 15 de son discours était en français, alors que c'était moitié-moitié auparavant. Donc, on voit je pense qu'il encaisse encore le coup, digère la défaite. Mais il faudra changer de ton parce qu'on voit bien que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Les Canadiens ne sont pas... Je pense qu'ils ont vu un intimidateur à Washington, n'en veulent pas un autre à Ottawa. Et je pense que c'est un message que doit maintenant
capter Pierre Poilievre. Bon. Christopher, j'arrive à vous. Vous avez écrit que Mark Carney se comporte un petit peu, fait un peu de micromanagement. Il y a des tendances. Des tendances, donc. Des tendances. Alors, est-ce qu'il va continuer comme ça? Et si oui, est-ce que ça va lui nuire un peu, ça? Je pense qu'un des grands défis de Mark Carney, il nous le dit à chaque fois qu'il parle de sa carrière de politicien, c'est qu'il n'en est pas un d'expérience. Et donc, Mark Carney est souvent, lorsqu'il entre en cabinet ou en quelque part, c'est souvent un peu l'homme le plus intelligent de la salle ou parmi les plus intelligents. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, veut bouger rapidement. On le voit avec son agenda, on va le voir dans le discours du trône demain. Et avec tout ça vient des exigences. Il veut que tout soit bien fait, mais il n'a pas un entourage autour de lui qu'il connaît. Son chef de cabinet, Marco Mendicino, c'est quelqu'un qu'il a rencontré au fil des derniers mois lorsqu'il s'est joint à la politique. Il n'est pas entouré de proches conseillers. Alors, il a, me dit-on, des tendances de vouloir tout voir, de tout consommer, de tout revoir les produits, de s'assurer que les notes de brefage sont parfaites. Et ça consomme un temps fou comparé à ce qu'il pourrait être en train de faire. Alors, si tu ne passes pas ton temps à relire, disons, le compte-rendu d'un appel avec un ministre étranger ou un premier ministre étranger, bien, tu peux faire d'autres choses. Mais on me dit qu'il lit un peu tout ce qui sort. Et en même temps, le problème, c'est que ces informations ne sont pas filtrées. Alors, le but d'un chef de cabinet comme Marco Mendicino, c'est de savoir ce que le premier ministre a besoin de voir et ce qu'il n'a pas besoin de voir. Et le problème est aussi au niveau du filtre. M. Mendicino n'est pas un chef de cabinet d'expérience. C'est son premier emploi comme employé politique d'envergure, on peut dire. Et donc, c'est un peu un double problème, si on peut dire, qui doit se résorber. C'est pas que ça ne peut... C'est pas un choix. Ça doit se résorber s'il veut pouvoir bien se concentrer sur ce qu'il veut faire et de s'assurer que tout roule rondement. C'est d'apprendre à déléguer, de faire confiance aux gens autour de lui, mais d'avoir des gens autour de lui en qui il fait confiance pour bien filtrer les informations. Et comme ça, il peut s'en laver, pas laver les mains, mais il peut se débarrasser de ce qui est mineur et se concentrer sur ce qui est important. C'est la définition même de l'efficacité voilà. Quand on y pense. Joël Denis-Catherine, parce que il ne faut pas se leurrer, il y a quand même des grands défis devant lui. Et il va devoir livrer parce qu'il a promis d'être efficace. Alors, est-ce qu'il va avoir une grande pression, là? Les attentes sont très élevées parce que M. Carney a dit qu'il allait construire à une vitesse rapide. Oui, presque jamais vu. Jamais vu, là. Et donc, les attentes sont là. Du côté des provinces, du côté des municipalités, du côté des Premières Nations, du côté de tout le monde. C'est un nouveau premier ministre qui dit qu'il va faire bouger les choses, qu'il va gouverner au pas de course, on le prend au mot. Jusqu'ici, c'est effectivement le cas. Mais je pense que Christopher souligne peut-être une faille un peu, ou des lacunes, mais il apprend au fur et à mesure qu'il évolue comme premier ministre. Il apprend encore, je pense, à déléguer. Il va le faire. Il n'aura pas le choix, compte tenu de ce qu'il s'est donné comme mandat. C'est massif, c'est énorme. Il veut réaliser de grands projets rapidement pour transformer l'économie canadienne. Ça ne se fait pas en criant ciseaux, mais il faut qu'il apprenne à déléguer. Et il a quand même placé des pions de confiance dans les ministères importants. Aux finances, François-Philippe Champagne, c'en est un. Tim Hutton, aux ressources naturelles aussi, il a le même style que lui. Mélanie Joly aussi, elle a reçu des mandats précis de réduire la paperasserie en 60 jours, donc à livrer la marchandise. Donc, il y a des mandats précis qui sont donnés aux ministres et ces ministres-là, maintenant, devront livrer aussi. Et on les sent très loyaux aussi. Oui, tout à fait. Donc, ça, il pourra compter sur cette équipe-là. Par contre, Catherine, ils sont minoritaires, évidemment, il ne faut pas l'oublier. Ils ont énormément de députés, là, mais reste qu'ils sont minoritaires. Alors, sur qui ils vont pouvoir compter? En fait, ça dépend. C'est sûr que, bon, il y a le Bloc québécois qui se targue d'être la balance du pouvoir, mais je pense que, de façon générale, si on parle des priorités immédiates, là, bon, il y a 2 projets de loi qu'on sait qu'ils vont venir dans les prochains jours. Cette baisse de taxes tant promise, j'ai un peu de la misère à voir les conservateurs voter contre cette initiative-là. Je trouverais ça un peu particulier, mais aussi enlever toutes les barrières internes, là, interprovinciales. Ça aussi, c'est quelque chose que Pierre Poilievre a promis de faire. Donc, ça aussi, j'ai comme l'impression que les conservateurs vont se rallier. Donc, il n'y aura pas de bâton dans les roues. Il n'y aura pas de bâton dans les roues. Après, bon, ce sera de voir, là, M. Carney a aussi promis de faire bien d'autres choses. Évidemment, je pense qu'il va se heurter au test de la réalité parce que, bon, on peut avoir de grandes ambitions, mais après, il faut que tout ça passe à travers des étapes. C'est long, il faut que ça passe en comité, il faut que ce soit adopté par le Sénat. Donc, je trouve ça
très ambitieux, en fait, son plan, tout ce qu'il veut accomplir en moins de 4 semaines. Et je vois mal, bien, en tout cas, on verra, là, dans 4 semaines s'il a réussi à adopter toutes ces choses-là, mais je trouve qu'il a beaucoup d'ambition avant la fête du Canada. Et puis, je pense qu'il va se rendre compte que des fois, les choses prennent un peu plus de temps. C'est bientôt, ça. Très bientôt. En politique, c'est demain matin. Voilà. Bon. Alors, terminons là-dessus. Merci à vous trois. C'était évidemment intéressant, comme chaque fois. Merci. Merci. Merci, Catherine.